commencer. Merci d'être venus à tous ceux qui ont bravé la grève. Nous, on arrive d'Aix, donc c'est moins pratique. Donc on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est dans l'air du temps, au moins dans les médias, mais également en termes de technologie, qui est un sujet qui est l'intelligence artificielle, et spécifiquement l'intelligence artificielle appliquée à notre métier, qui est le métier d'éditeur de logiciels de DAM. Alors nous, qui on est, rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est Orkis. Orkis, c'est un groupe de deux sociétés. Une société Orkis mère, qui existe depuis 1995, et dont le métier est l'édition, l'hébergement et l'infogérance de bases de données multimédia, de solutions de digital asset management. La deuxième société que l'on a créée en 2016, c'est une société qui s'appelle Orkis Systems, qui a pour vocation à développer notre technologie dans le domaine du e-commerce. Et on a deux grandes gammes d'applications. Une gamme d'applications qu'on appelle Agari Studio, destinée à tout ce qui est packshot, où là on fournit, dans Orkis Systems, on fournit des solutions clés en main, depuis le shooting jusqu'à la diffusion, jusqu'à la gestion des flux qui vont derrière. Et un deuxième axe d'activité qui démarre en flèche. On a une progression très très forte qui s'appelle Pixmaker, qui est une solution de digitalisation et de publication d'annonces véhicules d'occasion pour le domaine le monde du véhicule d'occasion. Alors vous allez voir en quoi ça concerne l'IA aujourd'hui sur ces deux types d'activités. Alors l'IA pour le DAM. Alors le DAM, rapidement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, donc c'est la gestion de ressources numériques complexes, à savoir, pour être plus classique, d'images numériques, de vidéos, de PDF, d'images 3D, etc. etc. Et la caractéristique du DAM, c'est que pour retrouver les documents, il faut les indexer. Et c'est là que commence, on va dire, la problématique, et c'est là où démarrent les coûts, puisque cette indexation va dépendre évidemment des volumétries, et l'apport de l'IA dans ce cadre-là, c'est d'automatiser, ou de commencer à automatiser l'indexation des médias. C'est-à-dire de pré-catégoriser, de prédéfinir des indexations liées aux médias qui sont gérés dans les bases de données afin de faire gagner du temps aux gestionnaires, aux utilisateurs, etc. etc. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Xavier, qui va vous brosser rapidement une brève histoire de l'intelligence artificielle, histoire de resituer un petit peu le contexte actuel. Oui, bonjour à tous. Alors ce que je voudrais montrer, c'est justement que la manière dont on fait de l'IA aujourd'hui conduit très très naturellement à cette problématique d'indexation automatique. Donc c'est vraiment un domaine d'application privilégié de l'IA. Il y a vraiment des raisons très fortes qui conduisent les logiciels de DAM à utiliser aujourd'hui l'IA à large échelle. Alors en gros, on peut distinguer, alors je ne vais pas me livrer un historique complet, mais on peut distinguer trois grandes époques dans l'IA. Avec des machines qui deviennent, entre guillemets, de plus en plus intelligentes, au sens où un être humain est intelligent. La première époque, c'est la période des précurseurs, je dirais, donc les années 70-80, où, en fait, l'intelligence était essentiellement humaine. Donc, quand on voulait se livrer, quand on voulait automatiser une tâche, donc ça peut être, par exemple, du diagnostic médical, quand on voulait automatiser le diagnostic médical, il fallait quand même faire appel à un expert humain, donc un médecin typiquement, qui allait qui allait formuler toutes les règles qu'il appliquait pour poser un diagnostic, et puis on se contentait simplement de transformer toutes ces règles en programme informatique. Donc l'intelligence était vraiment humaine, ça supposait évidemment une expertise humaine en amont, et on ne pouvait pas vraiment parler d'IA au sens où on aurait une intelligence autonome équivalente en performance à l'intelligence humaine. La deuxième époque a introduit une rupture assez radicale dans la manière de faire de l'IA. On est passé à un paradigme qu'on appelle le machine learning dans l'IA, donc la traduction en français qu'on utilise, c'est de l'apprentissage automatique. C'est une approche qui est vraiment guidée par les données. Donc on n'a pas en amont un expert humain qui va servir de modèle pour automatiser une tâche complexe. On va se laisser un petit peu guider, on va se laisser conduire par les données. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'on va soumettre à la machine des exemples de ce qu'on cherche. Donc si je prends un
un exemple sur lequel on viendra tout à l'heure, sur lequel on a une démo, la reconnaissance faciale. On va donner des exemples pour une personne qu'on cible, qu'on voudrait reconnaître automatiquement. On va donner plein d'exemples de ces photos. Alors, quelques exemples, on verra combien d'exemples sont nécessaires pour qu'une machine arrive à reconnaître quelqu'un sur une photo. On va donner aussi des contre-exemples, donc des photos où la personne n'est pas présente, et la machine va apprendre, entre guillemets, toute seule, une sorte de représentation de la personne qui est discriminante. Alors, c'est parfois un peu compliqué de savoir quelle représentation elle se construit en interne, mais c'est elle qui apprend une représentation. C'est pas moi qui ai dit, voilà, pour reconnaître André, il va falloir s'intéresser à la question de savoir s'il a des lunettes, etc. C'est vraiment la machine qui apprend par exemple, et par des contre-exemples, à devenir intelligente, entre guillemets. Malgré tout, dans cette deuxième période, il faut quand même encore intervenir un peu sur l'image qu'on va soumettre à la machine. Il faut se poser encore des questions. Est-ce qu'on lui soumet une image en noir et blanc, en couleur? Donc il y a encore des choix à faire du côté de l'être humain. Et la troisième grande rupture, elle est très récente, elle est apparue en 2010, c'est une technologie qui maintenant est dominante en machine learning sur les tâches de reconnaissance d'image ou de catégorisation. C'est ce qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage par réseau de neurones profonds. C'est une technologie qui est relativement ancienne, dont la faisabilité théorique est établie depuis assez longtemps, les années 60, mais qui a connu une sorte de résurrection ces dernières années, essentiellement dû au fait que la puissance des machines est devenue considérable. C'est des algorithmes d'apprentissage qui sont très gourmands en ressources de calcul. Donc essentiellement, c'est des calculs qu'on va effectuer sur GPU, qui permettent de paralléliser les calculs. Voilà, donc c'est lié à la puissance des machines actuelles, cette résurrection du deep learning, et c'est lié aussi au fait qu'on a massivement plein de données justement disponibles sur le web. Donc les exemples dont je vous parlais tout à l'heure, des photos indexées, des photos où j'aurais dit voilà c'est telle personne, voilà sur cette photo il y a tel monument. Là, c'est de ça que va se nourrir l'IA. Et évidemment on trouve ces corpus de données à une très large échelle maintenant sur le web. Et évidemment on ne les trouve pas seulement sur le web, on les trouve assez naturellement dans les logiciels de DAM, puisque précisément l'intelligence artificielle va se nourrir de l'indexation manuelle. C'est-à-dire que toutes les fois que vous aurez repéré une personne sur une photo, que vous aurez dit à la machine qui c'était, et ben, elle va se nourrir assez naturellement des exemples que vous lui donnez, et pour parvenir à indexer automatiquement ce qui vous intéresse. Donc c'est vraiment l'utilisateur qui va définir les catégories qui sont pertinentes pour lui. Il va se contenter d'indexer, alors on dit dans notre jargon, d'annoter les photos, c'est-à-dire qu'à chaque photo, par exemple, il associera un label. Sur cette photo, j'avais un chat de telle race, sur cette photo, j'ai la tour Eiffel, etc. Et puis après, la machine apprend automatiquement une sorte de représentation interne de la tour Eiffel, de telle race de chat, et elle est capable de reconnaître à l'avenir ces monuments. Sur certaines catégories, les machines sont certaines catégories sur lesquelles l'humain n'est pas forcément très performant. Je ne sais pas, reconnaître des races de chiens par exemple, ou des modèles de voitures, on parlera tout à l'heure de modèles de voitures, sur lequel on va dire l'être humain moyen, non professionnel, peut être assez peu performant. Les machines arrivent à surpasser, sur ces tâches de reconnaissance d'image, arrivent à surpasser le humain. Voilà, donc ça illustrait la formule qu'il faut effectivement un petit peu retenir, c'est que le lien entre le BAM et l'IA est très très naturel, il est très fort. L'IA telle qu'on l'a fait actuellement, comme je le disais, via le machine learning, se nourrit d'exemples qui sont fournis par l'être humain, et ces exemples, précisément, on les trouve naturellement dans un logiciel de DAM. Donc il y a cette sorte de va-et-vient entre l'être humain et la machine. L'être humain va fournir à la machine les exemples dont elle a besoin, et puis l'être humain, bien sûr, va venir valider les choix qui sont faits par la machine ou pas. À chaque fois qu'une décision est prise par une machine sur une tâche de reconnaissance, donc reconnaissance faciale, ça peut être la reconnaissance de la parole, on a toujours une notion de score de confiance, une probabilité de certitude. Et évidemment, si la probabilité est relativement faible, il appartient toujours à l'être humain de valider ou pas ce que la machine propose. Donc il faut vraiment concevoir le recours à l'IA comme une sorte de cycle comme ça, de va-et-vient entre la machine, entre l'intelligence computationnelle et puis l'intelligence humaine. Et un élément qu'il faut avoir en tête et dont il faut bien avoir conscience, c'est que plus on va lui demander une tâche spécialisée, plus il va être performant. Pour ça, on est loin de l'IA qui supplante l'humain, dans la mesure où pour être performant partout, c'est très compliqué, c'est quasiment impossible aujourd'hui et on est loin d'y être. En revanche, dès qu'on est très spécialisé, la machine devient très performante. Alors, là, dans cette présentation, là, on a parlé de manière très théorique. Ce qu'on veut, on fait du DAM, donc on fait de l'image. On est d'abord des photographes et des gens de l'image. On va essayer de vous montrer des cas concrets.
sur lesquels, qui sont intégrés dans notre logiciel Ajaris, ou qui sont en passe d'être intégrés dans ce logiciel Ajaris. Alors on a quatre types d'applications d'intelligence artificielle. Une application sur laquelle on travaille depuis pas mal de temps, mais qu'on avait toujours délayé dans le temps pour l'intégrer dans le produit parce qu'on estimait qu'elle n'était pas performante, jusqu'à il y a quelques temps. C'est la reconnaissance faciale. Ensuite, on vous dira deux mots, on en a parlé l'année dernière déjà, donc on ne va pas s'appesantir dessus, sur EasyTag, qui est notre module d'annexation automatique et de tagage automatique de vidéo, par la bande audio. Donc dans le premier cas, c'est de l'image, dans le deuxième cas, c'est du son. Ensuite, on vous présentera ce qu'on a fait en termes d'intelligence artificielle dans la suite PixMyCar, qui est destinée donc au monde du véhicule d'occasion, et comment, sur un secteur qui est hyper vertical comme ça, on applique des algorithmes d'IA pour optimiser les processus et faciliter la vie des opérateurs. Et le dernier point, c'est des différentes techniques qu'on applique également dans PixMyCar et qui utilisent pas si basiquement que ça, et qui utilisent quand même des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc la reconnaissance faciale. Donc on va vous faire une petite démo de ce que... Alors bien entendu, notre stand est à votre disposition si vous souhaitez avoir des démos plus précises. On va laisser se connecter. Je suis sur mon portable en 4G, donc ce qui est un peu plus performant que le Wi-Fi. Bon. Alors on va essayer de se laisser se connecter, puis on va continuer. Oui, donc bon, je peux commencer par vous présenter les caractéristiques du système de reconnaissance faciale, donc en termes de performance, de contraintes pour l'utilisateur. Donc c'est un système qui utilise ce qu'on appelle du pré-apprentissage en deep learning. C'est un système du coup qui permet de faire peser assez peu de contraintes sur le nombre de photos que l'utilisateur doit donner en entrée. Donc en gros, à partir de une ou deux photos un peu significatives, donc prise sous un profil pas trop atypique, prise dans des conditions d'éclairage pas trop non plus atypiques, on arrive à reconnaître assez facilement automatiquement quelqu'un sur des nouveaux imports de photos. Donc le déroulé, c'est que toutes les personnes qui sont connues du système, à chaque fois qu'on importe une nouvelle photo, le système va commencer par détecter des visages ou pas, et puis si les visages ont été détectés, il va proposer des identités possibles parmi celles qu'il connaît. Et si jamais, effectivement, donc pareil, une phase de validation, si la personne qui a été proposée par le système n'est pas la bonne, on va effectivement démentir le choix, on ne va pas valider la proposition faite par la machine, et on va indiquer une autre personne, et la base va se nourrir d'un nouvel exemple. Donc c'est vraiment un algorithme, c'est vraiment une démarche qui est comme ça itérative. La machine s'enrichit progressivement des exemples qui sont donnés par l'utilisateur. Pour vous donner une idée, avant de passer à la démo, pour vous donner une idée des échelles auxquelles on peut travailler maintenant avec ces technologies de deep learning, on a fait des tests pour reconnaître jusqu'à 300-350 personnes, en fournissant simplement une photo par personne, en se donnant le reste des photos de chaque personne pour tester, et on arrive à des taux de réussite, plutôt sur de portraits, donc sur des conditions qui sont pas difficiles, à des taux de réussite de 98%. Donc on est sur des systèmes qui connaissent très très peu d'échecs, et s'il y a de l'échec, l'utilisateur est toujours là pour confirmer ou pour proposer autre chose à la machine qui va enrichir son modèle. Donc c'est des systèmes qui convergent, qui sont de plus en plus performants, on va dire, des systèmes qui sont auto-apprenants. Oui. Un système de scoring. Alors, il y a un système de... en fait, on va le voir, quand la machine propose une hypothèse, elle la propose avec une certaine probabilité. Donc, automatiquement, si la probabilité est très élevée, on crée automatiquement ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon d'Ajaris, un intervenant, c'est-à-dire une intervention liée à la photo. En gros, c'est la personne qu'on a détectée. Si on la détecte avec un score de confiance qui est suffisant, à ce moment-là, l'indexation est automatique. Mais l'utilisateur a toujours la possibilité de valider la proposition qui est faite par la machine. Si on la valide, ça va enrichir le modèle d'un nouvel exemple. Mais effectivement, quand on a des scores de confiance très élevés, il n'y a pas besoin de valider. Il n'y a pas besoin d'enrichir avec la machine. Ça va être intéressant de valider si la machine a un score de confiance qui est moins élevé. Ça veut dire qu'on était sur un profil un peu atypique, des conditions d'éclairage un peu bizarres. Donc là, c'est intéressant d'enrichir la base d'apprentissage de la machine. D'accord. Donc voilà une image qui a déjà été reconnue. Donc reconnue deux personnes d'orchestre, vous reconnaissez.
Donc on va importer une nouvelle image qu'on a fait tout à l'heure à partir de... à partir de voilà. Pas servi par les connexions. Voilà. Donc on va prendre, c'est une image qu'on a fait tout à l'heure, les deux. Voilà, on va faire importer. Donc il va créer, alors elle est toute petite, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà, donc il a créé la fiche. Donc la première étape, c'est la détection des visages. Donc ici, les visages sont correctement détectés. Si on a un faux positif, donc on a plutôt réglé le système pour qu'éventuellement il prédise plus de visages qu'il y en a. Donc s'il y a un faux positif, c'est-à-dire s'il y a un visage qui a été détecté par la machine alors qu'il n'y en a pas, l'utilisateur peut toujours le supprimer. Et si un visage a été détecté et que le visage est connu du système, le système va proposer une hypothèse avec un score de confiance associé. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, vous voyez que là, il a créé déjà les deux intervenants qu'il a trouvés, donc il nous a déjà reconnus. Donc là, il va chercher dans la base d'intervenants, qui est une base d'ayants droit en fait, ce qui lui permet déjà de fournir des outils dans le cadre de la RGPD. Et donc là, il nous a créé en tant qu'intervenant. Et ensuite, quand on va actualiser, ici, tout ça, ici. Voilà, donc là, il a effectivement reconnu, il nous a reconnu, on est rassuré. Hein. Donc si on clique dessus, on a le score de confiance qui est là en l'occurrence de 98%. Et pour moi et pour Xavier qui est de 95%. Donc qui sont pris en plus dans des conditions d'éclairage qui ne sont pas très très bonnes. Alors c'est sûr qu'on n'est pas en gros plan, mais on a des très bons taux de réussite par exemple avec des personnes à différents âges. Hein. Avec un chanteur dans les années 60 qu'on retrouve dans les années 2000 et avec quelques années de plus, 40 ans de plus, il va le reconnaître en fait. Bon voilà, c'est un peu laborieux, mais moi ça a montré ce qui était important de vous montrer sur la reconnaissance de visage. Ouais. Alors pour vous montrer un petit peu plus en interne comment la machine réfléchit, en fait elle va se construire sa propre représentation de chaque visage, elle va isoler les traits qui sont discriminants dans le visage. Et en fait ça se représente évidemment, comme tout ce qui est numérique, sous la forme de nombres. Et en interne, en fait, la machine va arriver à se représenter chaque visage par 128 nombres. Alors on peut lui demander de représenter un visage par encore moins de nombres. Alors ces nombres sont difficilement interprétables. Hein. Évidemment, on pourrait associer ces nombres à des traits qui sont discriminants dans le visage. Mais en tout cas, voilà, un visage, une personne, on va dire, le visage d'une personne égale 128 nombres. On peut lui demander de réduire encore un petit peu le nombre de paramètres qu'on utilise pour représenter un visage. On peut même se ramener à 3. Et à ce moment-là, quand on a 3 nombres pour un visage, alors, encore une fois, ces nombres sont difficilement interprétables, mais quand on a ces 3 nombres, on peut positionner le visage dans un espace à 3 dimensions. Donc chaque axe de mon espace, je vais animer un petit peu ce qu'on voit ici, chaque axe, c'est un des nombres qui caractérise un visage. Et ce dont on s'aperçoit ici, c'est que les visages qui sont ressemblants, les visages d'une même personne sont très groupés dans cet espace dans lequel travaille la machine, et que les espaces différents sont très séparés, en fait. Donc on obtient ce qu'on appelle dans notre jargon des clusters, c'est-à-dire des groupes de photos ici, qui sont à la fois très compactes et très séparées des autres. Donc ça témoigne bien du fait qu'on a affaire à une représentation qui est très pertinente. C'est notamment une représentation qui s'abstrait de la question de savoir si la photo est en couleur ou en noir et blanc. Donc c'est vraiment une abstraction de ce qui est pertinent pour discriminer un visage. Donc on peut voir sur certains exemples, ici par exemple en bas, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux choisir? Donc là, c'est une base de personnalité politique, des acteurs également.
Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici j'ai des visages de Charlotte Gainsbourg, donc ils sont tous évidemment très proches dans cet espace, très dimensionnel. Et on voit qu'ici il y a une photo en noir et blanc, à côté de photos couleur, donc on n'est pas très dépendant de ce qui arrive en entrée. C'est vraiment ça la révolution des deep learning, c'est-à-dire qu'on peut vraiment fournir l'image brute au système. Je dis que c'est Charlotte Gainsbourg, il arrive à se construire sa représentation. J'ai pas besoin de faire de choix sur la manière dont je vais lui soumettre le visage. De choix de résolution, de choix de noir et blanc en couleur. C'est vraiment pour le coup une rupture assez importante dans l'IA actuellement. Voilà, donc c'est des interfaces un peu ludiques qui permettent notamment d'explorer d'éventuelles erreurs. Ici, on est sur un petit corpus, 19 personnes, une dizaine de photos par personne, et là, on a du 100% de réussite. Il n'y a pas d'erreur dans le système. Bien. Donc, on va passer à notre genre d'application. Alors voilà. Oui, quelques cas d'échec, je vais vous montrer qu'on est vraiment sur des cas très très marginaux, quelques cas qui mettent en échec ces systèmes. Alors c'est soit des cas, par exemple des visages de profil, si dans ma base, donc là c'est vraiment des visages des personnes qui ont été apprises avec une seule photo. Donc si la photo que j'ai soumise évidemment à la machine est une photo de face, elle va échouer sur une photo de profil. Mais qu'à cela ne tienne, je lui fournis une photo de profil et puis elle va y arriver la prochaine fois. Elle peut échouer sur des photos qui sont très pixelisées. Alors très pixelisées, ça veut dire que c'est des tout petits visages sur la photo. Donc effectivement, quand on les agrandit à l'échelle où la machine se représente les choses, entre guillemets, ça peut être très pixelisé. Donc là aussi, ça peut lui poser problème. Et puis, évidemment, les cas d'occultation, même un œil humain sur le dernier visage, serait bien en peine de dire qui c'est. Même en connaissant la personne, ça peut être compliqué. Donc j'ai des lunettes, j'ai un casque. Donc là, évidemment, mais on est vraiment sur des cas très marginaux. Et là encore, on pourrait très bien ajouter ces exemples à la base de connaissances de la machine pour qu'elle les catégorise correctement à l'avenir. Et qu'elle s'abstrait encore plus de ce qui était un peu accidentel dans l'image. Ok, donc nous, le souci qu'on a sur cette préoccupation qu'on a sur cette fonction de reconnaissance de visage, c'est vraiment de donner à l'administrateur la capacité de très très vite détecter déjà des images lors de grosses importations, de gros imports par lot sur des récupérations de données, de détecter toutes les photos où il y a des visages, déjà, par rapport au droit à l'image, par rapport à la protection des données personnelles. Et donc, c'est pour ça qu'on associe directement une personne reconnue à un intervenant sur lequel on a des critères fin de gestion du droit à l'image et de gestion de protection des données personnelles. Donc ça, c'est important. On ne fait pas ça par plaisir de détecter les gens. On fait ça pour vraiment donner un outil aux administrateurs pour gérer des fonds importants. Nous, on a des gens comme Accor, la CPRM ou autres qui ont des bases énormes de personnages. Donc pour eux, c'est très important de pouvoir au moins faire cette détection, puis ensuite de faire la reconnaissance. Alors, deuxième module qu'on va vous présenter rapidement, parce que là, on a bouffé un peu notre temps. On a d'autres choses intéressantes à vous montrer derrière. C'est la partie indexation automatique de vidéo. Donc là, je vais me connecter à une conférence, une présentation qu'on a numérisée et qu'on a taguée, qui est de notre client, le ministère de l'écologie. C'est une présentation de Nicolas Hulot. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité évidemment de jouer la vidéo. Ici, vous avez une extraction des mots-clés pertinents de la vidéo qui est faite en automatique. Et ici, vous avez le texte de la transcription. Donc si je lance ma vidéo, je vais pouvoir donc la visualiser ici en grand. Alors, je n'ai pas l'audio, mais on a la partie sous-titrage qui apparaît dessous et on a la possibilité de se positionner sur des parties de la vidéo où sont prononcés les mots. Donc si on va ici se positionner sur électricité, je clique et là j'ai bien électricité dans mon sous-titre qui apparaît. Donc là c'est un outil qui est très pratique. La vocation première, c'est pas de faire du sous-titrage automatique. La vocation première, c'est de vraiment faire de l'indexation et du tagage, de l'extraction de mots pertinents que vous retrouvez ici et qui vous permettent d'aller chercher des vidéos accrochantes ou bien de repérer des endroits de la vidéo où on parle de telle thématique. Donc ça, c'est la partie ZTag. Alors cette partie ZTag, elle utilise également les mêmes types de technologies par réseau de neurones que ce qu'on a utilisé pour la reconnaissance faciale, mais qu'on applique à l'audio, avec évidemment des traitements qui sont complètement différents. Alors, autre type d'application, donc je vous ai parlé de PixMyCar tout à l'heure, qui est une
chaîne et une suite complète de prise de vue, de traitement et de publication d'annonces de véhicules d'occasion en 360 degrés intérieur et extérieur. On vous en montrera tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est de faire la détection de véhicules. D'accord. Et cette détection de véhicules, elle va permettre quoi? Une fois embarqué, la numérisation des véhicules, on les fait dans une application smartphone. Elle va permettre de détecter la marque du véhicule, la forme du véhicule, et de donner la possibilité à l'opérateur d'aller cadrer le véhicule parfaitement au centre, dans la charte du constructeur. Oui, donc on peut vous montrer un prototype, alors qui n'est pas l'application mobile qui est en déploiement actuellement chez nos clients, mais un prototype qu'on a réalisé sur une tâche justement de catégorisation de véhicules. Donc c'est une tâche qui est assez proche de la reconnaissance faciale. Une photo est donnée et puis on cherche à la catégoriser sur une des catégories qui sont pertinentes. Donc c'est pas des personnes, c'est pas des visages qu'on va cibler, mais ça peut être des modèles de voitures. Donc on a développé un prototype sous Android. Voilà, si on peut se connecter. Je me suis remis sur mon portable, donc tu t'es remis sur le portable. Essayer de reconnecter. On est toujours embêté par la vitesse de connexion. On va voir si les deux appareils arrivent à se synchroniser. Sinon, je peux vous faire après une petite démo. Donc là, évidemment, je n'ai pas de voiture à disposition. Donc on filme une voiture qui est sur mon écran d'ordinateur. On pointe la tablette dessus. On a un classifieur qui est capable de reconnaître 27 modèles de voitures et qui, pareil, arrive à se représenter chaque modèle, un peu indépendamment de la couleur, indépendamment aussi de l'éclairage, indépendamment aussi du profil. Donc il s'abstrait de ce que la représentation, de ce que l'image a de pas forcément pertinent. Bon, on verra, je ne suis pas sûr qu'on... Pour ceux que ça intéresse, on pourra vous le montrer après. On pourra vous le montrer, hein, c'est sur la tablette, c'est pas sur mon ordinateur et vous pourrez voir d'autres applications. Là, on est sur des tâches de catégorisation qui sont intéressantes parce qu'autant sur la reconnaissance faciale, l'œil humain est évidemment très efficace parce qu'il y a un besoin social de reconnaître les gens. Autant pour reconnaître des modèles de voitures, on est effectivement un peu plus embêté, enfin, en tout cas moi. Donc voilà, très clairement, là pour le coup, l'intelligence artificielle arrive à des performances qui sont assez impressionnantes. Mais comme on s'en aperçoit là, l'intelligence artificielle ne s'affranchit pas de la vitesse du réseau. C'est basique. En informatique, ce qui emmerde, c'est toujours les connexions. Hein. Ça, je vous rassure, c'est jamais les algorithmes. C'est comme en vidéo, c'est toujours les câbles qui posent problème. Mais là, c'est le Wi-Fi ou les connexions. Alors, on va terminer par vous montrer ce qu'on fait au niveau de PixMyCar en utilisant des algos d'IA. Donc ici vous avez un véhicule qui est filmé par... Alors c'est un opérateur dans une concession, hein, donc c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience photographique. Et là il filme un véhicule en 4K et il tourne autour du véhicule. Et à partir de ce véhicule, on va générer une vue 360 degrés du véhicule. Donc ici c'est une vue que je peux prendre à la main. Hein, donc on fait une vue externe et on fait également une vue interne. Via une caméra qui est une caméra immersive de type Theta. Bon, là j'ai le problème de bande passante. Alors là ce que vous voyez c'est que si je déplace mon véhicule, j'ai un bouger sur le véhicule qui n'est pas très joli, il n'y a pas de fluidité. Voilà. Ici vous avez un décrochage à la fin parce qu'il n'a pas bien fini la rotation. Donc, oui, typiquement sur ces vidéos 360, évidemment l'opérateur termine rarement sa prise de vue là où il a commencé. Donc typiquement le cadrage est différent entre la première vue et la dernière vue du shooting. Donc ça c'est évidemment assez désagréable à l'œil quand on joue dans un player de 360. Donc on intervient en post-traitement pour appliquer des algorithmes entre guillemets intelligents, pour opérer une stabilisation de la vidéo, pour recadrer également les vues frontales et du coffre. Et là vous voyez... Et là vous avez la vue stabilisée. Donc la vue stabilisée, vous voyez la fluidité qu'on peut avoir après application des algorithmes. C'est-à-dire que là on a on a un vrai lissé de la trajectoire de la voiture, c'est-à-dire qu'on recale la voiture au centre de l'image et avec une très bonne fluidité. Là on est dans le pire des cas, hein. On n'est pas dans un studio, on va vous montrer une vue qu'on fait en studio après, où là on n'a pas le problème de stabilisation. Et là on a typiquement quelqu'un qui va marcher avec ses gros sabots autour du véhicule, avec quand même un smartphone sur une poignée de stabilisation, et avec des sauts. Et
donc on récupère en fait cette information-là, on échantillonne la vidéo et on va régénérer le 360. Là on extrait à peu près une centaine d'images d'une vidéo qui fait 45 secondes. Et là vous voyez que sur la vue recadrée, le début et la fin de la prise de vue qui sont ici, hein, les deux images sont ici, sont raccordées en fait. On a plus ce phénomène de décrochage entre la fin de prise de vue et le début de la prise de vue. Peut-être mon intérieur. Donc ça c'est... Alors typiquement là ce sont des algorithmes également par réseau de neurones qui sont appliqués et qui permettent de stabiliser correctement le véhicule. Dernier outil, c'est un système qui nous permet de propager. Alors là c'est une vue intérieure qui est faite chez un de nos clients, je ne donnerai pas le nom du client, il est écrit sur le véhicule, qu'on vient de mettre en production et qui nous permet de positionner sur des vues 2D du véhicule ce qu'on appelle des hotspots, ce sont des hotspots de défaut ou des hotspots de détail. Et vous voyez que là, les hotspots se déplacent avec le véhicule. Alors ça peut paraître trivial, mais là, jusqu'à présent, tous nos concurrents dans ce domaine-là, pour positionner les hotspots, vous êtes obligé de vous peler image par image et de positionner le hotspot à la main, image par image. Là, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller repérer les coordonnées du hotspot dans le véhicule sur une image et de propager en fait le hotspot sur des images contiguës de manière à ce qu'elles ne disparaissent pas. Donc là, si je clique dessus, je vais après afficher mes vues de défaut, ici, sur les jantes, tout autour de la voiture. Hein. On peut feuilleter dans un diaporama, ou bien des vues de détail qui sont des vues intérieures. Donc on a une vue décapotée, on a la vue du moteur, etc. Donc ça, c'est shooté dans tout un... Il y a un logiciel qu'on a développé spécifiquement pour ce type d'application, qui est soit un logiciel smartphone iOS, soit un logiciel studio, qui est destiné aux studios de prise de vue, parce qu'on commercialise aussi les studios de prise de vue dans le cadre de l'application PixMyCar. Voilà, donc typiquement, là vous avez des applications très concrètes d'algorithmes d'intelligence artificielle appliquées à des applications très verticales dans le DAM, parce que derrière vous avez Ajaris derrière tout ça, hein, bien évidemment. Ah tiens, connecté là, regarde. Hein? Là on va peut-être faire... Ah ben voilà, super. Ça se termine mieux que ça. Donc là vous voyez que Xavier filme un Renault Capture et que donc vous avez la détection du modèle qui est en haut, qui est ici, où il vous donne en fait la visualisation, le résultat avec un score de confiance de 97%. Il détecte bien que c'est un Renault Capture. Alors on change on reste sur le même modèle, on change de couleur, on change d'environnement. Et il arrive quand même à reconnaître un Renault Capture avec un score qui est en train de monter à 80%. Vous voyez, il y a une latence d'une demi-seconde, donc on est sur des algorithmes, comme sur la reco faciale, on est sur des algorithmes qui parfois sont longs à apprendre, alors pas la reco faciale, mais là pour apprendre à reconnaître les modèles de voitures c'est un petit peu plus long, mais quand on applique ce qui a été appris, c'est très rapide, on peut l'embarquer sur un terminal mobile sans problème, avec une latence qui est très faible. Voilà ce qui est intéressant et ce qu'on voulait vous montrer. Donc là vous avez un cas, c'est un 3008 qui est en contre-jour, donc c'est le cas le pire. Alors c'est le pire à la prise de vue, mais qu'on rencontre très souvent en concession, parce que quand ils shootent des véhicules en concession sur des parkings de concession, ben, ils ne vont pas attendre que le soleil soit au zénith et arrive pile poil sur la voiture. Non, ils shootent le matin ou le soir quand ils ont un peu de temps, et le matin ou le soir, ben, ils ont les contre-jours liés au véhicule. Si on a un contre-jour, bien évidemment, pour stabiliser le véhicule, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'arrive pas à repérer les formes du véhicule qui nous permettent de stabiliser. Et pourtant, en utilisant ces technologies par réseau de neurones, on arrive à le faire. Voilà notre conclusion. Donc nous à notre niveau, on intègre activement et on a des partenariats de recherche avec des laboratoires qui sont dans le cadre de la NRT. On intègre ces technologies d'IA un petit peu partout dans nos suites logicielles de DAM, que ce soit du DAM transverse comme Ajaris, qui est un peu destiné à tout type de population, ou bien du DAM très spécialisé comme PixMyCar, qui est destiné à des métiers très précis, très particuliers.
en l'occurrence sur lesquels il y a des taux de croissance qui sont phénoménaux, quoi, hein, puisque nous cette année on fait 50% de croissance sur le groupe grâce à Pixmaker, clairement. Donc pour nous, ça permet à tous nos clients de bénéficier de ces évolutions technologiques. Les facteurs différenciants, alors vous allez me dire oui mais Google, Facebook ils font aussi, oui c'est vrai ils font, et si aussi on arrive peut-être à faire ce qu'on fait, c'est qu'il y a un état de l'art qui fait qu'on arrive quand même à utiliser des technos qui sont existantes, mais on va les optimiser, on va les adapter, on va les perfectionner sur les métiers sur lesquels on travaille. Mais en l'occurrence, nous, c'est toujours avec les critères de confidentialité dans des environnements qui sont restreints. On est sur Internet, mais sur des bases de contenu qui sont réduites et qui peuvent être réduites à un client. Donc là, on étudie les systèmes de ROCO pour l'aviation, par exemple. Là, c'est très spécifique, c'est sécurisé. C'est dans le cadre de l'agrément de défense que l'on a. Donc voilà. D'où l'intérêt de pouvoir développer ces technologies en propre. Et là, on maîtrise la chaîne complète. Le dernier volet, c'est qu'on présentera à la fin du deuxième semestre 2018 donc une version d'EasyTag que vous avez vu pour taguer les vidéos bande audio, mais avec la photo, avec la possibilité de détecter des contextes dans des vidéos qui ne sont pas sonorisées à partir des vues et à partir des objets qui sont dans ces vidéos. Que ce soit là des visages ou que ce soit d'autres types d'objets. On travaille dessus et ça sera opérationnel en première version d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous engage à passer sur notre stand pour qu'on vous montre plus en détail tout ce dont on vous a parlé là. Désolé pour les accros de début de présentation. C'était notre petit effet démo du jour. Si vous avez des questions, allez-y. Bonjour. Sur la dernière partie là, que vous avez évoquée sur EasyTag. EasyTag fournit des tags liés à l'image que ça indexe. Que se passe-t-il dans les systèmes? Il y a déjà un thésaurus. Comment les tags vont s'insérer dans le thésaurus, ou est-ce que c'est géré de façon différente pour éviter des problèmes sémantiques? En fait, non, on s'appuie vraiment sur la logique du thésaurus. Donc, dans le thésaurus, on a des catégories bien sûr qui sont hiérarchisées, qui sont du général au spécifique. Donc, en fait, c'est vraiment à l'utilisateur de définir. Alors, évidemment, il n'est pas question d'apprendre toutes les catégories qui sont représentées dans le thésaurus, toutes les feuilles du thésaurus avec des catégories spécifiques. Ça pourrait générer du bruit, donc c'est-à-dire des catégories qui ne sont pas forcément pertinentes. Ça fait beaucoup de catégories à reconnaître. Donc, c'est vraiment à l'utilisateur de spécifier les catégories qui l'intéressent. Plutôt les catégories les plus spécifiques, et puis si la catégorie spécifique est prédite, par exemple, je ne sais pas, si j'ai monument, église, et telle église particulière, si le système est capable de reconnaître telle église particulière, je tag automatiquement, évidemment, par le nom de cette église-là, par le tag plus générique église, et puis par le tag encore plus générique monument. Ce qui veut dire si le mot n'est pas connu, on crée un candidat descripteur. C'est-à-dire que dans les mots qui ne sont pas connus dans le thésaurus, ils sont réinjectés avec un certain nombre de paramétrages, parce qu'on ne peut pas réinjecter tous les tags si vous avez 100 heures de vidéo, et on les réinjecte dans les branches candidats descripteurs du thésaurus. Ce qui veut dire qu'il y a un travail après d'intégration de ces tags, de nettoyage des candidats à faire. Alors à faire, oui, vous pouvez le faire, mais je dirais les deux systèmes fonctionnent indépendamment. C'est-à-dire que vous pouvez taguer des vidéos en vous servant du référentiel thésaurus existant. Vous pouvez taguer des vidéos en récupérant ou pas les candidats. Vous avez quand même la fonction de tagage qui est opérationnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir un thésaurus pour taguer une vidéo. C'est un corpus qui est... Oui, tout à fait. Alors là, on parle de tag de vidéo. C'est bien compris, ça s'applique aussi à l'image. Donc, on peut taguer les vidéos soit par la source audio, on peut les taguer aussi par l'image, mais tout ce qui est dit là s'applique aussi à l'image fixe. Donc le EasyTag image qu'on annonce pour le deuxième semestre 2018, il s'appliquera à la vidéo bien sûr, mais aussi à l'image fixe. Une question ? Pour les hotspots, moi j'avais pas compris. C'est vous qui les déterminez, les hotspots ou oui, ils sont positionnés. Non, on fait pas. Sur les hotspots, on ne fait pas d'analyse automatique. Alors évidemment,
c'est monsieur plus les clients. C'est-à-dire que quand on leur donne un outil, ben, ils en veulent encore plus. Donc ils nous disent, bah, vous pouvez pas me positionner les jantes automatiquement. Bon, on pourrait éventuellement le faire. Mais c'est pas les hotspots de détail, c'est pas ce qui est le plus déterminant. Ce qui est important, contractuellement et juridiquement, pour la vente d'un véhicule, c'est les hotspots de défaut. Alors les défauts, parfois vous les voyez pas à l'œil nu, ils sont pris par les opérateurs, ils sont shootés. Et ensuite, ce sont les opérateurs dans l'interface qui les positionnent à la main sur des vues 2D qui sont calculées automatiquement. C'est-à-dire que quand on génère la vidéo, quand on récupère 24 vues 2D dans une vue studio, ben on va récupérer des vues perpendiculaires, face, arrière, côté, et des vues de 3/4. Et à partir de ces vues 2D, sur ces vues 2D là, on positionne les hotspots, et ensuite on propage les hotspots sur les vues contiguës. Hein, mais il y a un système de positionnement graphique du hotspot sur le véhicule. Si on a encore 2 minutes, je peux vous montrer si j'ai de la bande passante. Voilà, donc le principe, c'est que sur une des 8 vues précalculées, l'opérateur positionne un hotspot de défaut et l'algorithme va venir pour propager automatiquement sur les vues voisines le hotspot qui a été positionné. Ce que disait André, c'est que c'est une tâche qui peut paraître triviale, sauf qu'en studio, on a effectivement de l'éclairage, on a de la réverbération un peu partout, donc il est très risqué qu'on propage le hotspot là où le reflet, par exemple, se propage, et pas sur le défaut qu'on cible. Donc c'est précisément ça que permettent les représentations dont on parlait tout à l'heure. Elles s'abstraient du bruit dans l'image, elles s'abstraient des conditions d'éclairage et elles parviennent à des représentations qui sont pertinentes. Vous avez un véhicule donc, qui est shooté sur un parking, hein, c'est une Jaguar. Voilà. Vous avez ici les médias qui sont calculés automatiquement en sortie de ce véhicule. Donc les vues emblématiques, les vues clés dont je vous ai parlé. Donc vue arrière, vue avant. Alors ces vues, elles sont générées automatiquement par l'algorithme à partir de la vidéo. Et ensuite, vous avez les vues de détail. Si je veux positionner mes vues de détail sur, par exemple, le volant, sur le véhicule lui-même, je vais rentrer dans le système de positionnement. Je vais rentrer sur la vue intérieure. Alors là, la vue intérieure, il faut qu'il charge des culs rectangles. Donc je vais rentrer sur la vue intérieure. Donc je vais cliquer à un endroit pour positionner mon hotspot. Et là, donc j'ai mes vues de détail et de défaut qui s'affichent. Je sélectionne, je fais continuer. Je peux mettre un descriptif. Donc là, c'est le tableau de bord. Voilà. Donc on a positionné le hotspot. Là, il est positionné sur la vue tableau de bord. Et c'est après que, quand on fait enregistrer les hotspots, que la propagation va se faire sur le package 360. Et vous voyez, le positionnement est très facile. Je clique, je maintiens cliquer, j'ai mes vues qui s'affichent. C'est des vues qui sont faites en 2D par les opérateurs. Et après, ils les positionnent comme ils veulent. Micro. Ok. Donc ça, c'est le back-office Pixmicar. Donc on a signé avec le plus grand groupe en Europe de concessions automobiles. Pour 300 concessions et on est en train de signer pour 300 autres concessions donc sur du mode sens. J'avais juste une question par rapport à la pertinence de la recherche. Vous disiez que vous aviez un taux de pourcentage assez élevé. Je me demandais si ce pourcentage-là, il n'avait pas, pouvait pas amener à être baissé avec l'augmentation du nombre de références que vous aviez, ou si c'était indépendant, vous arriviez à le gérer correctement pour avoir un taux de recherche plus pertinent. Oui, c'est pour ça qu'on a d'abord travaillé petit, avec une vingtaine de personnes à cibler, et puis après on a commencé à aller vers plusieurs centaines de personnes. Donc pour l'instant on a pu tester assez facilement à 320 personnes. À 320 personnes on a des taux de réussite qui sont relativement élevés. Dans la littérature scientifique, sur ce type de système-là, on reste sur des taux de réussite, même sur plusieurs milliers de visages qui sont de l'ordre de 95-100%. Donc ça reste très élevé. Encore une fois, c'est vraiment très récent. Le domaine de la reconnaissance faciale, il a subi une révolution avec le deep learning. Bon, il y a les Chinois qui sont très actifs dans ce domaine-là, il y a beaucoup de papiers qui sont soumis. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment explosé ces dernières années. Oui, mais on pourrait s'attendre effectivement à ce que... Mais pour l'instant, en tout cas, les tests qu'on a fait, alors des tests à encore plus large échelle restent à faire, mais on n'a pas réussi à vraiment mettre en échec le système. Bon, on va essayer, hein, mais... Je me demandais justement par rapport à Pixmicar, à ce moment-là, est-ce qu'il est capable de
Alors, en fait, ça fait maintenant un peu plus, ça fait un an à peu près, hein, qu'on voit sur la base de nos principaux clients des voitures arrivées. Effectivement, le taux de renouvellement des modèles, des versions en tout cas pour un modèle donné, est relativement élevé. Et on a vu apparaître effectivement de nouvelles versions d'un modèle. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le système arrive à s'en abstraire un peu, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à trouver ce qui est commun à ces modèles, et je dirais qu'en fait ça va assez naturellement se renouveler, c'est-à-dire que si j'ai plus de photos du nouveau modèle qui à un moment arrive, bah, il va être plus performant pour reconnaître le nouveau modèle, et puis moins pour les anciens. Mais en tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'est pas trop déstabilisé par des modèles qui se... Bon, après, on peut aussi mettre à jour la base, se dire, voilà, ce modèle-là, ou avant cette période-là, on ignore toutes les photos, et on réapprend sur une nouvelle base. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on a observé, c'est qu'il arrivait relativement bien à s'abstraire, et qu'il y a quand même une continuité, évidemment, entre les modèles. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que quand ils confondent des modèles, ou quand il y a de l'ambiguïté, c'est souvent des modèles d'une même marque. Donc il y a évidemment la patte du constructeur qui est là. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Il y a certains profils qui sont plus discriminants que d'autres. L'arrière n'est pas très discriminant. Donc ça, c'est intéressant parce que nous, avec notre humain, on arrive avec des hypothèses, puis on s'aperçoit que la machine, entre guillemets, réfléchit autrement. On trouve d'autres points d'appui. Bien évidemment, on va pas, avec la reconnaissance externe, on ne va pas déterminer si on a un modèle qui est différent par son aménagement intérieur ou par ses options. Bien entendu qu'on ne va pas le distinguer. On reste sur la reco visuelle. Et ça nous permet déjà quand même d'alléger énormément le travail des opérateurs ou de le rendre beaucoup plus qualitatif. C'est le but. Allez, le place. Sur l'algorithme de reconnaissance faciale, on peut l'appliquer à rebours sur un fond existant pour reconnaître des gens qui n'auraient pas été reconnus à l'époque. Et ça marche bien aussi sur la vidéo, c'était aussi une question. Vous pouvez bien entendu le réappliquer de manière par l'eau sur un ensemble d'images. Et sur la vidéo, bien, ça viendra rapidement, mais c'est pas discriminant, enfin, c'est pas une difficulté la vidéo. Parce qu'on a des vitesses de reconnaissance qui sont assez bonnes. Qui sont très très bonnes. Oui, c'est vrai que la vidéo, souvent, on a toujours l'impression que c'est un peu plus compliqué que l'image fixe. En fait, dans une vidéo, le visage, disons qu'entre deux images, le visage, il est toujours là. Donc, ce qui était une tâche de détection sur une photo un peu isolée, ça devient une tâche de tracking sur une suite d'images. Et paradoxalement, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'on va choisir un profil de la personne. On a le choix dans le profil de la personne qu'on va choisir sur une suite d'images. Et on peut choisir un profil un peu plus discriminant, où il y a des stratégies, en tout cas, pour trouver le profil où on a le taux de confiance le plus haut. Donc paradoxalement, en fait, c'est plutôt plus facile, les vidéos. Donc ça viendra effectivement, je pense, l'horizon, c'est fin de l'année, ou début de l'année prochaine, 2019, pour avoir un module de reco facial sur la vidéo. C'est juste pour connaître un peu les usages commerciaux pour la reconnaissance faciale. On sait que la Chine utilise ça pour surveiller les gens. Alors vous, quel usage commercial? L'usage commercial, il reste dans le cadre de notre fonctionnement actuel, qui est celui qu'on applique depuis 25 ans, qu'on fait du DAM. C'est-à-dire qu'on a dans toutes les photothèques corporate, d'entreprises ou organismes ou autres, on a de toute façon depuis toujours cette problématique d'identification des personnes sur les photos, ne serait-ce que pour verrouiller l'accès aux photos ou gérer le droit à l'image des personnes physiques. Donc nous, l'outil DAM de reconnaissance faciale, il a simplement la vocation de faciliter le travail de l'administrateur et des gestionnaires de base. Il n'est pas là pour faire du flicage, c'est pas le but. Je sais bien que les Chinois font ça beaucoup pour faire du flicage, effectivement, mais nous on est plutôt dans un contexte protection des données personnelles. C'est-à-dire que là on ne l'a pas montré, mais des personnes qui ne sont pas reconnues peuvent être floutées automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas considérées comme des intervenants, comme des ayants droit sur les photos, et donc elles seront floutées. En option, on pourrait dire je floute tous les visages des personnes que je n'ai pas reconnues. Et ça, c'est quand même assez puissant, parce qu'on sait que de toute façon, la détection de visage, elle est efficace à 100% aujourd'hui.
Même on trouve peut-être plus de visages qui n'existent pas parfois. On détecte des visages, on s'aperçoit qu'il y a une petite photo dans un cadre derrière où il y a un visage qui fait 12 pixels sur 12 pixels. Et il arrive quand même à dire il y a un visage là. Donc la détection, et ça au moins c'est excessivement fiable. On arrive à ce niveau de qualité aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on le met en production aujourd'hui dans la Jaris et qu'on n'avait jamais voulu le faire avant. On estimait que c'était pas fiable. On peut également peut-être envisager un système qui remplace les badges par reconnaissance faciale. On pourrait, oui, on pourrait. Mais là, on peut. Après, il y a plein d'applications, mais on est hyper prudent là-dessus parce que, je vous dis, ça fait 20 ans qu'on gère du droit à l'image, ça fait 20 ans qu'on gère du droit d'auteur, et on sait que c'est un sujet tellement touchy qu'on préfère dire voilà, aujourd'hui, faites de la reconnaissance pour protéger les personnes et pas pour fiquer les personnes. On voit qu'il existe certains outils de master data management, des plateformes de master data management qui ont des DAM intégrés. Est-ce que vous avez des applications qui fonctionnent dans ces environnements? Pardon. Je pense par exemple à Stibo System qui a un DAM intégré. Est-ce que vous avez des applications qui fonctionnent dans ces environnements de gestion des données de référence? Alors, nous, on a toujours eu comme politique de se concentrer sur ce qu'on savait très bien faire. Vous avez certes des logiciels qui ont des DAM intégrés, mais quand on voit ce qu'il y a comme fonctionnalité DAM à l'intérieur, c'est à se pisser le rire dessus. C'est-à-dire que c'est en gros de la gestion de photos comme vous le faites dans WordPress ou autre. Nous, on préfère dire, on crée des passerelles. Dans le cas, par exemple, de l'application Pixmaker, on communique, le DAM Pixmaker, il communique avec tout l'écosystème du monde du VO. Ça veut dire un acteur incontournable qui est Planète VO, qui est un espèce de PIM sur lequel toutes les annonces sont référencées, 70% du marché. Vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les TLS qui sont là pour gérer tout le flux financier au niveau des concessions. Et puis à l'autre bout de la chaîne, vous avez ce qu'on appelle les infomédiaires, c'est-à-dire les plateformes de vente comme Le Bon Coin qui est le plus gros, La Centrale, etc., Zoomcar. Bon. Donc nous, la politique qu'on a, c'est de communiquer par une API, via notre API, via des web services, entre le DAM et ces plateformes-là. Mais effectivement, on n'a pas la vocation à se positionner sur un secteur où on est un nouvel entrant pour dire on va tout casser, être un infomédiaire, etc. On n'est pas là pour ça. Donc, par contre, c'est pour ça qu'on met l'accent à fond sur l'IA dans le DAM pour donner de plus en plus de fonctions de productivité aux utilisateurs au niveau du DAM. Et ça, avant que vous l'ayez dans des master data, c'est pas leur métier, quoi. Leur métier, c'est gérer de la donnée produit, quoi. Voilà, donc comme on fait dans un PIB ou comme on fait. Voilà. Donc nous, on préfère dire on communique. Le projet Pixmaker nous a permis de créer et d'optimiser et d'accentuer la partie web service et la partie API sur l'application et qui bénéficie à tous les clients qui utilisent Ajaris aujourd'hui. Dans le domaine du e-commerce, on a des applications e-commerce qu'on est en train de lancer avec Yves Saint Laurent, avec RS, voilà, avec des gens comme ça. Et ça fait... Le but de ces solutions qui sont intégrées à l'IBM, c'est pour gérer les catalogues produits prix. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour gérer les catalogues produits, mais dans le catalogue produit, vous n'avez pas besoin de haute def, vous n'avez pas besoin de gérer des images en CMJN pour faire du print, vous n'avez pas besoin, voilà, toutes ces fonctions-là qui sont spécifiques aux DAM. Nous on a des passerelles avec la suite Adobe, on a tout un ensemble de fonctions qui sont vraiment spécifiques aux médias, à l'image, sans même parler de la vidéo. D'autres questions? Non? Oui? Vous faites une reconnaissance faciale, vous faites une reconnaissance des véhicules, mais s'il y avait un besoin client particulier pour votre outil sur un produit, sur des produits particuliers, vous pourriez faire de la reconnaissance de boîte de lessive, enfin peu importe. C'est ça, c'est vraiment ce que permet l'approche dont je parlais au tout début sur l'historique de l'IA, l'approche guidée par les données en fait. Donc ça peut être n'importe quoi. Il vaut mieux travailler sur des catégories un peu spécifiques, c'est-à-dire une catégorie par exemple, je ne sais pas, personne reconnaître quelqu'un, ça marcherait encore, le visage, la posture,
Voilà. Des catégories après très très génériques, monuments par exemple, typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas bien caractérisé, monument c'est trop large. Donc on va plutôt essayer de reconnaître un type de monument, une église, et puis après par le jeu des thésaurus, on va catégoriser sur la catégorie un peu plus générique. Mais voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Donc, et c'est vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que y a un défi qui a lieu chaque année en fait où de gros labos, de gros acteurs industriels, Google se mettent un petit peu en compétition sur des tâches de catégorisation d'images. Il y a 1000 catégories et en gros on considère qu'on a bien trouvé la catégorie si on a bon sur les 5 premières. Voilà. C'est la mesure d'évaluation qui est choisie. Et il y a des races de chiens, c'est un peu baroque, hein, les catégories qui sont utilisées, mais il y a vraiment de tout. Il comprend une baignoire, une race de chien, enfin, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein. Il suffit qu'on ait des données en amont. Et voilà, c'est comme pour la reco faciale, on a maintenant des technologies qui permettent de préapprendre, enfin voilà, on n'a pas besoin de beaucoup d'exemples. Ça c'est un peu nouveau. Jusqu'à une date assez récente, on avait quand même besoin de beaucoup d'exemples, de fournir beaucoup d'exemples pour que la machine arrive à construire sa représentation abstraite de ce que c'est qu'une marque ici. Ce qui veut dire qu'il y a un apprentissage au tout début du système avec aussi les clients pour spécifier cette catégorisation. C'est ça, c'est aussi un des facteurs un peu différenciants qu'on peut avoir, c'est que comme c'est nous qui avons complètement les mains sur l'outil, donc il y a effectivement ce va-et-vient avec le client pour voir quelles sont les catégories qui l'intéressent. On peut le conseiller, lui dire bah oui, c'est peut-être intéressant de travailler sur une catégorie un peu plus spécifique, ça c'est un peu large, on fait des tests, on voit comment ça se comporte. Et puis après, par ce jeu de validation des propositions de la machine, elle continue d'apprendre. Elle n'apprend pas une fois pour toutes. On a un apprentissage, alors on appelle ça techniquement de l'apprentissage online. C'est pas un apprentissage une fois pour toutes, c'est un apprentissage qui a lieu tout le temps au fil des retours utilisateurs. Question ? Est-ce que vous travaillez pour les services publics? Pour les services publics. Pour plein de services publics, on travaille pour le ministère de la Défense, on travaille pour le ministère de l'Écologie, on travaille pour le CEA, le public est un gros secteur d'activité pour nous. Moi, j'ai pensé directement à la police. Hein ? Je pensais directement à la police. Oui, mais alors là, c'est sûr, après c'est un débat. Nous, il y a des choses que... ça fait 25 ans que je fais du DAM et de la gestion d'image. Et ça fait 25 ans qu'il y a plein de choses que j'ai jamais fait parce que je veux toujours me regarder dans une glace quand je me lève le matin. C'est du business, mais on serait peut-être beaucoup plus gros si on avait fait l'impasse là-dessus. Oui, après, il y a plein de choses à faire, mais je préfère beaucoup mieux reconnaître des modèles de voitures. C'est beaucoup plus juteux, c'est beaucoup plus rentable, c'est moins problématique en termes d'éthique. D'accord. Ok. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci de votre attention. Merci.